Bonsoir à tous. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais commencer par vous remercier, moi aussi, d'être venus si nombreux en cette heure tardive, malgré la fatigue. Merci aussi de nous accueillir, Hugo et moi, au C-Space pour la première fois. On a passé une journée merveilleuse, vraiment très riche en apprentissage. Et maintenant, pour la suite de cette soirée, nous allons avoir une série de 3 discussions en groupe, donc des tables rondes. On va explorer 3 thèmes les uns à la suite des autres. On va d'abord parler du vol habité européen. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est souhaitable? On parlera ensuite de l'industrie spatiale et de son impact sur l'environnement. On se posera quelles questions ça pose, quel impact ça a. Et on finira par discuter d'exoplanètes. Donc voilà. Vu que vous êtes nombreux, à la fin de chaque thème, on essaiera de faire circuler un micro dans la salle si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, vous les gardez juste dans un coin de votre tête. Et à chaque fois, en fin de table ronde, on fera circuler un micro et puis vous aurez l'occasion de les poser à ce moment-là. Oui, vu qu'on est aussi en direct sur Twitch, vous pouvez également poser vos questions dans le chat Twitch. Moi, je les regarderai sur mon téléphone. Et si dans le laps de temps, on va dire des questions-réponses, on a un peu de temps pour les questions sur Twitch, n'hésitez pas. Oui, bonsoir Twitch, bien sûr. Donc, sans plus attendre, puisqu'il est déjà tard, j'invite Monsieur Arnaud Prost à nous rejoindre. Et Madame Faustine Cantaloube. Je vais commencer peut-être par nous. Donc, moi, je m'appelle Maxime Lisoire, je suis là avec mon frère Hugo. On tient une chaîne YouTube consacrée essentiellement à l'actualité spatiale. Et donc, le CNES et Planète Science nous ont proposé de venir animer ce cycle de table ronde ce soir avec vous. Et on en est très honorés. Arnaud, je te propose de prendre la suite. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus là si nombreux pour nous écouter, pour discuter avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation pour cette table ronde aussi. La science nous recevoir, ça me fait très plaisir. Donc moi je m'appelle Arnaud Prost. Actuellement je suis pilote dans l'armée de l'air et de l'espace. Depuis quelques dernières années, je travaille comme ingénieur d'essai pour la direction générale de l'armement. J'ai donc un cursus de pilote mais aussi d'ingénieur. Je suis passionné par l'aéronautique et aussi passionné par le spatial depuis que je suis tout petit. Et il y a quelques temps, là, à la fin de l'année dernière, j'ai été recruté comme membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne, en même temps que 17 autres collègues, pour démarrer la suite de l'aventure spatiale européenne. Merci. Faustine, est-ce que tu peux te présenter également? D'accord. En attendant, bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi évidemment pour l'invitation pour cette table ronde. Donc, moi je suis Faustine Cantaloube, je suis chercheuse en astrophysique au CNRS et comme on l'a un peu évoqué juste avant, ma spécialité c'est l'imagerie, la détection et la caractérisation par imagerie des exoplanètes. Donc les exoplanètes, c'est des planètes qui se situent en dehors de notre système solaire. Typiquement, on regarde autour des étoiles qu'on voit dans le ciel le soir. Très bien. Eh bien, on va commencer du coup par le premier thème qui est le vol habité européen. Et je vais commencer par une question qui va recontextualiser un petit peu. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie ont un programme de vol habité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Europe n'a toujours pas fait ce choix? Ursula, tu veux commencer peut-être? Oui, je peux en dire un mot. Tout d'abord, peut-être, effectivement, l'Europe n'est pas absente des vols habités. On en a la preuve, j'en ai une preuve à côté de moi. L'Europe est présente dans les vols habités avec des astronautes de renom. Et pour cela, l'Europe a fait le choix de la coopération internationale. C'est vrai que les vols habités, c'est avant tout des vols qui ont des vocations scientifiques, des vols qui ont des vocations à améliorer la connaissance à la fois de notre planète, mais également de notre système solaire, de notre univers,
façon avec laquelle notre planète interagit avec le reste de l'univers. Donc ça a plus être une vocation à des coopérations et à un partage de connaissances. Donc c'est pour ça que l'Europe s'est inscrite dans cette volonté de coopération. Bon, il y a une autre raison, c'est que ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Donc on est plus fort à plusieurs que tout seul, donc on le fait en coopération avec d'autres États. Et ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup parce que qu'est-ce qu'on fait finalement? On échange des technologies contre la présence de nos astronautes sur des systèmes existants. Et je pense qu'on a plus de valeur ajoutée à travailler sur de nouvelles technologies et tout en gardant cette capacité à emporter des Européens dans l'espace. Voilà, donc ça c'est l'un des choix. Donc je ne vous cache pas que c'est un choix politique. Moi, en tant que membre de la direction du transport spatial, effectivement, une fusée qui permet de faire du vol habité, ça c'est un truc qui travailler là-dessus, c'est important. Mais à ce jour, la coopération, c'est aussi un bon vecteur et c'est un excellent vecteur pour travailler ensemble. Maintenant, l'Europe n'est pas fermée. Et nous travaillons également aux possibilités que nous aurons dans le futur à également offrir ce nouvel axe à l'Europe, c'est-à-dire de pouvoir envoyer de manière autonome les hommes que nous souhaitons, les hommes et les femmes que nous souhaitons envoyer là-haut. Donc c'est une capacité que l'Europe pourrait, au conditionnel toujours, développer à l'avenir. On n'est clairement pas fermé là-dessus. On n'est pas fermé et on a des études là-dessus, sur le vol habité, à la fois sur des adaptations de nos moyens actuels pour permettre le vol habité en orbite basse, mais également sur des lanceurs futurs qui pourraient emporter bien plus loin pour aller, pourquoi pas, jusqu'à la Lune ou plus loin. Mais notamment jusqu'à la Lune, des astronautes européens. Mais ça reste au stade de l'étude. Et ensuite, pour aller plus loin, il faut des budgets. Et ça, c'est pas le CNES qui le décide, c'est pas l'ESA. En tout cas, le CNES ne le fera pas sans l'ESA, de toute façon. Et c'est une volonté politique qui doit se faire, des décisions qui doivent être prises à plus haut niveau pour débloquer les budgets qui nous permettront de réaliser cette belle aventure. Justement, du coup, le vol habité, ça coûte extrêmement cher. Est-ce que peut-être, Lucie, tu peux nous dire pourquoi c'est compliqué et ça coûte cher de maintenir en vie, de faire des supports de vie dans des capsules fermées? Oui, alors je peux parler de pourquoi c'est compliqué, pourquoi ça coûte cher. Bon, c'est pas trop, c'est pas trop de mon domaine, mais sur pourquoi c'est compliqué, on est sur des distances et des durées de missions qui sont très longues. Quand on se projette, on part sur des missions martiennes qui durent 1000 jours sur les scénarios de référence. Donc il faut qu'on puisse maintenir ces astronautes en vie sur un trajet aller et un trajet retour et sur un séjour sur la planète. Donc on a déjà, juste en disant ça, on a des contraintes physiques qui sont assez importantes. La gravité qui ne va pas être la même pendant toute la durée de la mission. Les radiations qu'on reçoit qui ne vont pas être les mêmes non plus. Et puis ensuite, les ressources auxquelles on a accès. Une fois qu'on est sur Mars, on peut avoir accès à certaines ressources qu'on va pouvoir utiliser. En anglais, In Situ Resource Utilization, ISRU, que vous avez peut-être vu ici et là. Sur du support vie sur lequel on travaille, du support vie régénératif ou biorégénératif, on essaie de recycler au maximum. On va embarquer certaines ressources, on va devoir mettre en place des systèmes basés sur des organismes vivants. Tout ça, ça prend du temps. Et il faut qu'on soit capable de prédire les réactions de ces organismes dans des environnements qui sont extrêmes, dans des environnements qui sont clos. On essaie en fait de reproduire des écosystèmes terrestres dans un milieu fermé. Sur Terre, on a
des super tampons qui sont l'atmosphère, qui sont les océans. Ça, on ne peut pas l'avoir dans des environnements clos. Donc la moindre petite variation peut engendrer des conséquences assez dramatiques. Si on se base uniquement sur des plantes, sur des algues, sur des micro-organismes, on peut potentiellement les perdre. Donc il faut qu'on soit capable d'anticiper ça. Donc ça demande de bien comprendre ce qui se passe, de développer par exemple des modèles qui vont être de compréhension, mais des modèles aussi prédictifs, et ensuite des modèles de contrôle. Et voilà, donc le projet Mélissa sur lequel je travaille, donc c'est un projet de l'Agence spatiale européenne. C'est un projet qui a commencé à la fin des années 80. Donc c'est un projet qui a plus de 30 ans, qui implique 15 partenaires en Europe. C'est compliqué de faire du support vie régénératif. Ursula nous a dit tout à l'heure que éventuellement, on pourrait peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, rêver de vol habité européen vers la Lune. Alors Arnaud, je vais me tourner vers toi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on s'entraîne avec les astronautes de l'ESA, on se prépare déjà au voyage lunaire? Alors doublement non. D'abord parce que moi je ne m'entraîne pas actuellement avec les astronautes européens. En tant que membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne, je suis prêt à m'entraîner. Si j'ai une mission, je serai prêt à me préparer pour la faire, mais actuellement, je ne suis pas affecté à l'Agence spatiale européenne pour m'entraîner. Et ensuite, je pense que dans l'exploration spatiale, comme dans l'aéronautique, comme dans les fusées du C-Space, on ne commence pas avec une fusex qui fait la plus haute gamme. On ne commence pas par piloter un Rafale, il faut d'abord avant avoir fait d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est l'approche de l'Agence spatiale européenne de dire que les astronautes qui sont éligibles à prendre part aux missions Artemis, ce sont les astronautes expérimentés, donc qui ont été recrutés en 2009, et les autres astronautes donc, qui ont été recrutés en même temps que moi en 2022 doivent d'abord faire leur gamme en orbite basse avant de pouvoir prétendre à une mission vers la Lune. Par rapport à un point précédent, si je peux me permettre de rajouter un petit point, c'est vrai que j'espère que ça vous a plu comme petit point. Donc on prend souvent pour acquis dans cette discussion que le budget du spatial, que le spatial, l'exploration humaine, le vol habité, ça coûte très cher. Donc effectivement, je pense que chacun d'entre nous ici, si on compare ça à notre salaire ou on compare ça au budget d'une personne à l'échelle de sa vie, ça coûte effectivement très cher. Mais si on met ça en regard d'autres choses, par exemple, là le budget dont on parle pour se lancer dans le vol européen habité, on parle d'un prix par an qui est inférieur au budget du club de foot du Paris Saint-Germain, par exemple. Voilà, c'est un exemple pour mettre un petit peu les échelles en parallèle et se dire que l'argent, il faut aussi, les financements, il faut aussi les mettre dans un contexte de ce que ça peut rapporter et qu'un investissement dans le vol spatial habité, aussi important, aussi cher soit-il sur le papier, en réalité, ce n'est pas de l'argent qui est dépensé, qui est cramé par la fenêtre. C'est de l'argent qui va servir à découvrir des technologies, qui va servir à alimenter tout un écosystème technique et scientifique, qui va créer des emplois de haut niveau, qui va inspirer toute une génération. Et donc il faut mettre cet investissement, et non pas cette dépense, mais vraiment cet investissement, en regard de tout ce qui permet de récolter collectivement dans la société. Très bien. Tu parlais tout à l'heure justement d'astronautes expérimentés. Aujourd'hui, un des moyens d'acquérir de l'expérience, c'est d'aller dans la Station spatiale internationale. Malheureusement, cette station, elle va arriver à une fin au bout d'un moment. Selon toi, quel est l'avenir des astronautes européens? Est-ce que ça va passer par des stations privées en orbite basse? On a vu récemment que justement l'Agence spatiale européenne commençait par passer par Axiom, qui est une entreprise privée pour rejoindre l'ISS. Est-ce que toi, tu vois un futur où le vol habité européen passe par des entreprises privées dans des stations spatiales privées? Déjà, je vois un futur pour le vol spatial habité européen. Et ça, c'est vraiment important à dire. Donc, je veux renforcer, et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Ursula. Hein, c'est vraiment important parce que actuellement, c'est un moment dans le spatial qui est unique. Je pense que vous suivez l'actualité de très près, vous en avez conscience, vous le vivez. Et donc, le train va passer. Ça, c'est sûr. Voilà, ça c'est certain, le train va passer et la question se pose de est-ce qu'on le regarde passer ou est-ce qu'on se dit non, il faut qu'on en fasse partie, il faut qu'on monte et la décision elle se prend en ce moment.
Et ça, c'est aussi une spécificité des programmes spatiaux. Ils ont de ça commun avec, par exemple, les programmes d'armement, les programmes de recherche, c'est qu'on paye les conséquences de nos décisions très longtemps après. Il y a une très grande inertie dans les décisions. Et donc actuellement, la position de l'Europe pour le vol habité, donc comme l'expliquait Ursula, on a décidé de ne pas avoir une position de leader sur le vol habité, on a une position de leader sur d'autres choses, sur le positionnement par satellite par exemple avec Galileo, sur l'observation de la Terre avec Copernicus, mais sur le vol habité, on a décidé de ne pas être leader, on a décidé de faire dans la collaboration. Et ça, c'est une décision qui a été prise il y a 30 ans. Et donc maintenant, on est en quelque sorte obligé de faire avec cette décision. Et les décisions qu'on prend maintenant, elles vont avoir des conséquences pour les 30 prochaines années. Et donc, moi, je refuse de me dire que ces jeunes qu'on a vus, qui sont passionnés aujourd'hui, qui construisent des fusées, qui se donnent pendant des années pour mettre à terme ces projets, eh bien, ils payent le prix des mauvaises décisions qu'on prendrait maintenant, de ne pas avoir l'audace de monter dans ce train qu'on va voir passer pour continuer d'explorer l'espace. J'ai pas du tout répondu à la question. Voilà. Donc du coup c'était la question sur le post-ISS, ce qui va se passer. Donc après là, bon, je suis peut-être pas la meilleure personne pour te répondre parce qu'effectivement ce genre de décision, tu t'en doutes, elle se place quelques étages au-dessus de mon bureau. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on va continuer à avoir une présence en orbite basse parce que c'est, si tu veux, dans la continuité. Pour pouvoir ensuite aller sur la Lune, il faut continuer à prendre de l'expérience en orbite basse. On n'a pas fait le tour de la science en orbite basse, et donc je pense que ça va continuer. Il est possible que provisoirement, ça prenne la place, ça prenne la forme d'un partenariat avec le privé, mais je pense qu'à terme, ce vers quoi on doit tendre, que ce soit le vecteur pour y aller comme le support de science pour maintenir la présence en orbite basse, ce serait magnifique et je rêve que ce soit un projet européen. Je t'en prie. Pour compléter et répondre à ta question, le recours aux solutions de lancement privé est déjà effectif aux États-Unis. Avec Axiom, comme tu l'as dit. Donc c'est effectif. Après, il reste à savoir si... la différence entre le lancement privé et le lancement institutionnel, c'est que le lancement privé a besoin d'un marché, a besoin de rentrer dans les clous économiques, ce qui n'est pas forcément le cas du lancement institutionnel qui est là pour la science, comme je le disais tout à l'heure. Là, il va falloir rentrer dans les clous du marché et puis être rentable. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de la demande. Et donc ces offres-là ne pourront survivre que s'il y a une réelle demande et des gens qui veulent payer beaucoup, beaucoup d'argent pour aller dans l'espace et pour y faire quelque chose. Donc ça, c'est à déterminer. Qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Est-ce qu'on aura la masse critique suffisante de rendement, de rentrée d'argent pour faire quelque chose de viable ? Alors, Arnaud, on a bien compris que tu aimerais bien avoir une solution réellement souveraine. Ursula, tu parlais un peu plus de coopération, et j'aimerais revenir sur ce point, mais en ouvrant les horizons, c'est-à-dire la coopération dans le vol habité européen, c'est essentiellement les États-Unis aujourd'hui. Est-ce que demain, on peut imaginer que l'Europe collabore sur ce sujet, peut-être avec la Chine ou peut-être avec l'Inde ? Alors, l'Europe a coopéré avec les États-Unis, mais également avant avec la Russie, tout comme les États-Unis coopéraient avec la Russie. Ce n'est pas des coopérations exclusives qui sont signées avec nos différents partenaires étrangers. Donc l'Europe est ouverte aux différentes possibilités. Il y a la Chine, effectivement. La France coopère déjà avec la Chine et a des programmes d'exploration extrêmement importants avec la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde aussi, qui est un pays émergent très intéressant dans le domaine du secteur spatial. Voilà, l'Europe est ouverte à ces coopérations parce que, encore une fois, je vais le redire, on est plus fort ensemble que seul, donc on a tendance à vouloir travailler avec les autres, et pas qu'avec les États-Unis. Ouais, donc une fois encore, tout à fait d'accord avec Ursula, je pense que c'est important de comprendre que l'indépendance, l'autonomie, c'est pas la fin de la collaboration.
Voilà, c'est pas parce qu'on veut avoir une solution souveraine qu'on ferme la porte à des collaborations avec d'autres nations, avec d'autres agences spatiales. C'est pas parce que chaque groupe là aujourd'hui était capable de lancer une fusée tout seul dans son coin avec suffisamment de temps que vous n'y arrivez pas mieux et vous n'avez pas quand même envie de vous regrouper pour le faire et d'avoir des objectifs en commun. Donc je pense qu'il y a une réalité technologique, une réalité géopolitique qui nous pousse à nous orienter vers plus d'autonomie, d'avoir un accès à l'espace européen, mais ça ne veut pas dire que l'Europe ferme la porte à des futures collaborations ou aux collaborations qui sont déjà en place. Très bien. Moi, j'ai une petite question niveau lanceur, parce que je vois Ariane 6 juste derrière. On sait qu'Ariane 5 a été pensé au départ pour le vol habité, un peu avec le programme Hermès. Est-ce qu'aujourd'hui, Ariane 6, on pourrait imaginer un jour, alors je sais qu'on on nous a présenté par exemple Suzy, Ariane Group nous a présenté Suzy, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'Ariane 6 soit un lanceur pour du vol habité? Est-ce qu'on en a pensé un petit peu à cette réflexion quand on a prévu Ariane 6 ou pas du tout? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on pense à tout. Bien sûr, c'est une option qui est possible, en tout cas qui est à l'étude. Et comme le disait Arnaud tout à l'heure, on ne va pas directement viser la Lune. On va essayer de viser déjà l'orbite basse. Et Ariane 6, c'est un lanceur qui aura les performances pour effectuer ce genre de vol. Après, il y a tout à étudier. Il y a étudié le fait que Ariane 6, avant d'y envoyer des hommes, il va falloir qu'il fasse son premier lancement et que ces lancements soient réussis. On ne va pas y mettre tout de suite nos meilleurs astronautes dessus. On va d'abord y mettre des charges utiles parce qu'on va déjà tester sa fiabilité. Et ensuite, une fois qu'on se sera assuré que c'est un lanceur suffisamment fiable pour ce genre d'expérience, on pourra penser aux évolutions d'Ariane 6 qui nous permettront d'emporter des êtres humains à bord. Voilà. Mais alors, emporter des êtres humains à bord, ça ne veut pas seulement dire changer de lanceur, ça veut dire aussi faire des travaux sur la zone de lancement, parce qu'actuellement, la zone de lancement n'est pas prévue pour que des hommes puissent monter tout là-haut. Donc il y a un certain nombre de choses à faire, à penser, et à modifier pour permettre un éventuel emport d'êtres humains à bord d'Ariane 6. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la porte n'est pas fermée et que, voilà, pour l'instant, il y a des études papier qui cherchent à trouver des solutions pour Ariane 6. On en a eu un petit aperçu tout à l'heure à ce que nous disait Lucie, c'est que dès qu'on met l'humain dans la boucle, c'est très déterminant pour un système. Donc voilà, et c'est ce que disait aussi Ursula, ça change beaucoup de choses dans toute la chaîne, pas uniquement on focalise parfois sur le vecteur spatial, c'est-à-dire sur la navette ou la capsule, mais en réalité ça change beaucoup de choses dès le pas de tir, sur l'accès au pas de tir, toute la partie le launch abort system, la capacité à extraire un équipage. Donc voilà, c'est sûr que ça a énormément de conséquences, mais par contre j'en profite pour dire que moi je suis convaincu qu'en Europe on a les compétences pour avoir des solutions pour emmener des équipages en orbite basse. Ça, c'est certain. Et je pense qu'on a les industriels, on a les talents. Voilà, il suffit de voir aujourd'hui tout ce qu'on a vu. Donc, je suis certain qu'on a ces compétences. Et comme le disait Ursula, ce qui manque actuellement, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique et ça se joue maintenant de dire qu'il faut qu'on embarque dans ce train, il faut qu'on prenne des décisions qui vont nous permettre d'en tirer les bénéfices et d'être toujours dans ce petit groupe des nations, des groupes de nations qui ont accès à l'espace. Voilà. Alors, on a un petit peu évoqué le programme Artemis tout à l'heure. Est-ce que, rapidement, quand même, on peut rappeler quelles sont les contributions européennes à ce programme ? Oui, donc ça, c'est quand même aussi important. C'est quelque chose qu'il faut dire et redire, c'est que Artemis n'aurait pas pu avoir lieu sans l'Europe. Artemis 1. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne, et à travers l'Agence spatiale européenne, donc tous ses États membres, ont fourni le European Service Module, sans lequel le vaisseau d'Artemis, enfin le concept de mission d'Artemis n'existe pas. Et donc du coup, on a vraiment un système critique qui repose sur l'Europe. Et ça,
Je pense qu'on a quelques personnes expérimentées aussi dans la salle à côté de nos jeunes qui ont la profondeur historique du spatial. C'est quand même assez unique pour les États-Unis de faire confiance à un partenaire pour lui confier un système aussi critique que l'est le European Service Module. Donc du coup, ça me donne un argument, donc tu vois, j'avais oublié, donc supplémentaire, pour montrer qu'en Europe, on sait faire énormément de choses et on a beaucoup de compétences dans cette direction-là. Donc du coup, on a ce rôle-là sur Artemis. Ensuite, il y a d'autres projets, d'autres contributions un petit peu plus amont, comme l'Argonaut, le L3, donc pour pouvoir amener de la charge utile logistique sur la surface lunaire. Donc dans laquelle l'Europe réfléchit, c'est un projet sur lequel on voudrait mettre un effort. Et il y a aussi tout un tas de fonctions, donc de services pour avoir des communications sur la Lune, pour pouvoir avoir de la localisation. Donc tout ça, ça nous paraît évident maintenant, parce que grâce à l'espace, ici sur Terre, on peut se parler, on peut naviguer, on peut savoir où on se place, où on se trouve à chaque instant. Mais ça, sur la Lune, actuellement, ça n'existe pas. Et donc toutes ces infrastructures, il va falloir les mettre en place. Et là encore, je pense que le savoir-faire unique européen pourra s'exprimer. On parlait justement de savoir-faire, de volonté politique. Je cite Joseph Asbacher qui a clairement dit qu'il fallait des capsules européennes. Aujourd'hui, on a des entreprises, notamment en France et en Europe, qui s'intéressent au vol habité. Je pense à The Exploration Company avec la capsule Nix. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire un peu comme aux États-Unis, de faire des partenariats publics-privés avec des entreprises du New Space pour développer ces capacités européennes de vol habité? Ou du Old Space. Enfin, oui, des entreprises. Actuellement, finalement, c'est ce qu'on fait. The Exploration Company, c'est une société avec laquelle le CNES travaille, qui a également des contrats avec l'ESA sur plusieurs projets de capsules, à la fois des capsules habitées, mais également des expériences en microgravité enfin, différents projets extrêmement intéressants qui nous permettront d'acquérir des capacités d'emport à la fois en orbite basse, mais également vers la Lune. Ensuite, on peut se baser aussi très clairement sur notre expérience passée, avec tout le savoir-faire qu'on a acquis avec la TV et Columbus. Donc, on a quand même un grand savoir-faire en interne, à la fois au CNES et à l'ESA. On a également le CANMOS qui nous aide sur la partie support vie. Mais bon, là, je laisserai Lucie s'exprimer sur ces aspects-là. Mais en tout cas, dans le cadre d'un partenariat public-privé, on travaille de manière à soutenir un petit peu ces entreprises qui ont des ambitions et qui ont des projets qui nous semblent intéressants et qui ont la bonne idée d'être du coup privés et de pouvoir lever des fonds vis-à-vis d'investisseurs qui, eux, sont intéressés par le sujet et qui permettent un peu de combler l'argent que nous n'arrivons pas à avoir au travers des financements publics. Donc oui, pour nous, c'est extrêmement intéressant de travailler avec ces sociétés-là. Et il n'y a pas que The Exploration Company, il y en a plein d'autres qui ont ces projets-là, à la fois en France, mais également dans le reste de l'Europe. Alors, avant de passer aux questions du public, j'aimerais bien terminer sur une perspective un peu plus lointaine. On a évoqué la Lune, on sait tous que voilà, le rêve derrière, c'est Mars, la planète rouge. C'est très probablement un voyage de plusieurs années, s'il est un jour entrepris. Lucie, est-ce que tu peux nous dire, quand on prépare comme ça un voyage très long et qu'on va devoir avoir un niveau d'autonomie très élevé, comment on doit dimensionner une telle arche de Noé, entre guillemets, pour qu'elle soit capable de tenir ces quelques années en dehors de tout support terrien pour permettre un voyage de ce type? Et est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit déjà aujourd'hui? Très bonne question. En fait, donc tout à l'heure, j'ai plutôt parlé des systèmes support vie biorégénératifs qui étaient basés donc, sur des organismes vivants. Donc, c'est pas ce qui est fait sur la station à l'heure actuelle. Il y a aussi toutes les solutions physico-chimiques. La raison pour laquelle j'en avais pas parlé, c'est que
les solutions physico-chimiques ne permettent pas de la production de nourriture. Donc c'est pour ça que sur le projet Mélissa, on est sur des aspects de boucle fermée où on va pouvoir en même temps produire de la nourriture, mais produire de l'oxygène avec les plantes. Et produire de l'eau aussi, puisque les plantes transpirent. Sur des systèmes qui sont aussi importants que les systèmes support-vie, on n'aura pas juste une technologie ou l'autre pour une seule fonction. Donc la fonction recyclage de l'air, on peut imaginer 2 solutions physico-chimiques et une solution bio en parallèle, ou avoir juste une de chaque. Dans tous les cas, il faudra de la redondance. C'est intéressant d'avoir des systèmes différents parce que si on a une panne dans un système, il est peu probable qu'on ait exactement la même panne sur une technologie qui fonctionne complètement différemment. Maintenant, sur le dimensionnement. Il y a des études qui ont été faites pour savoir à quel moment c'est intéressant de basculer du physico-chimique, comme c'est fait sur la station, à quelque chose qui est régénératif avec des organismes vivants, comme ce sur quoi on travaille dans le projet Mélissa. Donc ça dépend d'énormément de critères, mais c'est une histoire de durée. Donc dès qu'on parle de missions de plusieurs mois, que ce soit sur la Lune ou Mars, c'est plus intéressant d'investir dans des systèmes qui sont plus longs à mettre en place, qui sont plus complexes, mais qui vont permettre de recycler efficacement toutes les ressources avec la production de nourriture, plutôt que d'avoir à amener tout sur place. Donc sur le dimensionnement, je n'ai pas de réponse chiffrée à vous donner ce soir. Par contre, bien sûr, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est tous les projets sur lesquels on travaille. On essaye justement de dimensionner ça. Ce qui serait intéressant, c'est non pas de dire on va construire un système support-vie qui va être comme ça et on va adapter la mission à ça, mais plutôt de partir de l'inverse et de dire on veut maintenir en vie tant de personnes à tel endroit pendant aussi longtemps, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on met en place comme technologie? On a toutes ces technologies-là qui existent, lesquelles on choisit pour que ça fonctionne bien. Mais ça demande de s'y prendre vraiment très très en amont. Juste un dernier point là-dessus, on a donc une étude récente qui a été faite à l'Agence spatiale européenne qui s'appelle le Mars Transit Habitat, donc MTH, si vous le voyez passer. Et donc là, on est sur une étude de support-vie pour des missions longue durée. Et la question de ces différentes technologies à embarquer pour le maintien de l'équipage en vie a été posée. Ouais. Ok, merci. Moi, j'ai juste une toute petite question de curiosité. Quand on parle de nourriture dans un système régénératif, est-ce qu'on est comme dans Seul sur Mars avec, par exemple, des patates, etc. ou c'est totalement autre chose? On est sur un peu plus de diversité. Ouais. Pour des questions de nutrition et de bien-être des personnes. Donc on est sur plusieurs plantes et j'ai évoqué tout à l'heure rapidement les microalgues. Donc il y a en tout cas dans Mélissa, on a des microalgues pour l'apport en protéines. On a différents types de plantes pour tous les autres apports nutritionnels. Il y a énormément de projets qui se penchent sur les insectes, sur les poissons et de plus en plus la viande de culture. Donc il y a différentes options et voilà, c'est pas fermé. Ouais. Arnaud, il faudra te préparer à manger des insectes, apparemment. Pas de problème. Très bien, Alors, pour qu'on attends, puisse... peut-être juste Oui, sur vas-y, Mars. je t'en prie. Bon, je vais peut-être un peu doucher l'ambiance, mais bon, le vol habité sur Mars, je compte sur vous. Et ils sont plus jeunes que nous. Ouais, Voilà. c'est eux qui vont manger des insectes. Je compte quand même. Il va falloir trouver la technologie qui nous permette d'envoyer nos astronautes en moins de 6 mois quand même, parce que sinon, on va les perdre avant qu'ils arrivent sur Mars. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment un des problèmes de Mars. Donc, c'est comme dit Ursula, je pense qu'on n'y est pas tout de suite. Il y a plusieurs raisons. Les enjeux du support vie, donc comme disait Lucie, la durée du trajet. Et après, un des gros problèmes de Mars, c'est son atmosphère.
qui est vraiment, alors je ne sais pas si vous le savez, très peu dense en réalité, donc quasiment 200 fois moins dense qu'ici sur Terre, et quand il y a très peu de gaz, en fait, ça pose un problème pour pouvoir ralentir quand on arrive avec de la charge utile. Et le problème, c'est que généralement, les gens arrivent avec pas mal de charge utile pour pouvoir rester un certain temps et ensuite pouvoir revenir. Donc du coup, plus on veut rester longtemps, plus il faut amener de la charge utile, donc plus on est lourd, donc plus c'est difficile de ralentir et ainsi de suite. Et donc du coup, il y a vraiment un enjeu sur la survivabilité sur Mars, mais aussi d'un point de vue technique sur la phase d'IDL, Entry Descent Landing, pour pouvoir avoir une technologie qui permette d'arriver sur cette planète. Et apporter des tonnes d'insectes avec nous. Mais je pense qu'ils auront la solution. Hein. J'ai vu un CanSat avec des petits pieds rouges qui ressemblaient à un lander. Donc oui, il va falloir travailler le concept pour nos astronautes. J'en ai vu un aussi qui arrivait ensuite en autorotation. Alors on l'a pas vu voler, mais donc peut-être le prochain C-Space. Donc il y a plein de solutions innovantes. On a hâte de voir ça. Alors, pour qu'on tienne à peu près notre planning, je vous propose de passer maintenant aux questions de la salle. Alors, on va vous faire circuler un micro. Vous pouvez lever la main si vous avez une question, comme ça on va essayer de vous repérer. Est-ce qu'on peut avoir un volontaire de Planète Science qui vient récupérer un micro, peut-être celui de Faustine, pour le faire circuler dans la salle? Oui, je vois déjà des mains levées. Donc, levez bien la main, qu'on voit bien. Peut-être on peut démarrer au deuxième rang. Hein. Là, c'est voilà, une main bien visible. Et le chat Twitch. Oh là là. 1, 2, oui, ça marche. Déjà, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Et j'avais une question du coup, sur Mars, le sujet avec lequel on a terminé cette petite présentation. Est-ce que c'est une volonté européenne aujourd'hui d'aller sur Mars ou ça reste un rêve puisqu'on a vu que l'Europe se positionne pour aller sur la Lune potentiellement. On est déjà en orbite basse, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite réellement, qu'on envisage? Et bon, après on a vu qu'il y a plusieurs solutions qui sont déjà réfléchies en Europe actuellement, mais est-ce que c'est une réelle volonté, que ce soit au niveau politique et technique? Je vais peut-être commencer. Oui, c'est une ambition européenne d'aller sur Mars. Et en fait, l'Europe est déjà allée sur Mars. Alors, par contre, pas de la façon avec laquelle j'imagine que tu penses, pas avec des hommes. Pour l'instant, on a beaucoup de missions robotisées. La dernière à laquelle la France a participé, c'est Persévérance, hein, avec le ChemCam, SuperCam, oui. ChemCam, c'était Curiosity. Donc oui, l'Europe est allée sur Mars. L'Europe ambitionne encore d'aller sur Mars avec ExoMars et tout un tas d'autres projets. Mais là, les gens du CST répondront bien mieux que moi sur tous les projets martiens qu'on a actuellement en France en boutique. Par contre, le vol habité, on va y aller par étapes. D'abord, le vol en orbite basse. Ensuite, l'orbite basse de la Lune, hein, avec la Gateway d'Artemis. Ensuite, on ira sur la Lune et puis après, on tentera d'aller sur Mars. Est-ce que oui, il y a des questions, je vois là au fond. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question à propos du financement des startups et notamment l'implication des fonds d'investissement. Comment est-ce que vous pouvez garantir que les startups ne vont pas forcément se faire racheter par, mettons, des fonds d'investissement étrangers et potentiellement nous couper notre souveraineté à l'accès de l'espace, comme certains cas qu'on peut voir notamment dans l'industrie de la défense actuellement? Si on parle souveraineté, on ne parle pas des startups. Les startups, c'est des entreprises privées. Elles sont là pour faire de l'argent. Hein. Elles n'ont pas pour rôle d'assurer la souveraineté des États. Elles sont là pour assurer de l'argent à leurs investisseurs. Donc, effectivement, ce n'est pas par les sociétés privées qu'on obtient la souveraineté. Par contre, ce qu'on obtient avec les sociétés privées, c'est la connaissance et l'expertise technique sur notre sol. Et ça, c'est important.
de pouvoir garantir la maîtrise des technologies en France. Parce qu'ensuite, une fois qu'on sait faire, on peut tout à fait rattraper les choses avec de l'institutionnel. Si je peux compléter un peu, enfin, je pense que la question, elle est effectivement intéressante et importante. Et du coup, la question de la start-up et de finalement où est-ce que termine, je pense que c'est un petit peu ça le fond de ta question, comment est-ce qu'on fait pour garder les talents et pour garder les retours économiques de ce qui est créé, de la richesse qui est créée. Et donc, je pense, donc là c'est une approche dans ta question qui est comptable un petit peu sur finalement, est-ce qu'elles ne vont pas se faire racheter? Donc j'entends qu'elles partiraient parce qu'elles auraient des débouchés économiques meilleurs ailleurs. Et ça, je pense que c'est le rôle aussi de la vision qu'on va avoir d'un point de vue politique, de la vision qu'on va avoir au niveau institutionnel, de donner justement des opportunités pour que l'avenir ne soit pas meilleur ailleurs. Et je pense qu'une des façons de garder les talents, alors je suis peut-être un peu naïf en disant ça, il ne faut pas aller trop loin dans cette direction-là parce que sinon on ne paye plus assez bien les gens, mais une des façons de garder les talents, c'est aussi d'inspirer et de fournir une vision, c'est-à-dire de pouvoir dire, voilà tous ensemble, collectivement, la direction dans laquelle on va. Et donc ça demande un momentum, une certaine dynamique politique pour qu'on puisse s'embarquer dans cette direction collectivement et qu'on ait envie de participer à cette mission en Europe. Allez, on va dire qu'on a le temps pour une dernière question. S'il en reste une dans l'Assemblée, est-ce que j'ai un bras qui se lève? Oui, on en a un juste derrière là. Bonjour, bonsoir plutôt. Vous avez beaucoup parlé de la Lune, vous avez parlé de Mars, mais alors peut-être ma question s'adresse plus à Faustine. Est-ce qu'il y a d'autres exoplanètes qui seraient intéressantes de visiter dans un avenir alors plus ou moins proche? Et si oui, lesquelles, bien sûr? Vous avez de la chance parce que vous n'avez pas entendu mon nom. En fait, on en reviendra sûrement en troisième partie, mais aujourd'hui, donc ça rebondit beaucoup avec ce que Lucie a dit. Les conditions d'habitabilité ne sont même pas complètement connues. Il y a des choses absolument basiques qu'on sait, et donc c'est exactement le sens de son travail. Il nous faut un système stable, un système qui se régénère avec des cycles de vie. Donc en gros, ce qu'on a sur Terre, quoi. Et retrouver ce qu'on a sur Terre, on pourra revenir dessus sur tous les petits critères qui font qu'on a le plaisir de respirer du bon air et de lancer des petites fusées pour cramer tout ça. En fait, pour l'instant, non, il n'y a pas de planète B, quoi. Et puis de toute façon, même si on avait une, on n'est même pas on n'est même pas capable d'aller sur Mars. Excusez-moi. Du coup, aller sur une exoplanète, je pense que là, on ne va pas du tout compter là-dessus. Par contre, les études conduites justement par Lucie, avec aussi tout le secteur spatial, pour justement comprendre comment réutiliser nos déchets et avoir un rapport sain avec ce qu'on produit et ce dont on a besoin, donc quelque chose de soutenable, c'est aussi très intéressant pour justement ne pas se retrouver comme dans l'ISS avec une grosse boîte de déchets à redescendre. Si ça a du sens. À cramer dans l'atmosphère. À cramer dans l'atmosphère. Eh bien écoute, Faustine, c'est une très belle transition sur le sujet suivant. Alors, pour la discussion suivante, je vais commencer par demander à Bruno Millet de nous rejoindre sur scène et de récupérer en même temps le micro qui est ici. Bonsoir. Et pour faire comme les autres, est-ce que Bruno, tu peux commencer par te présenter ? Oui, donc bonsoir à tous. Merci d'être restés si nombreux pour cette deuxième partie. Donc je suis Bruno Millet, je travaille au CNES et je suis directeur adjoint à la délégation au développement durable. Très bien, court, précis, efficace. On va commencer tout de suite dans le sujet. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de réfléchir ensemble à l'impact environnemental des activités spatiales et la manière dont on peut l'évaluer. Et on va sauter tout de suite dans le bain avec toi, Bruno. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer à se faire une idée assez précise de l'impact des activités spatiales de l'humanité sur l'environnement ? Je vais répondre à cette question qui est extrêmement complexe.
aujourd'hui, c'est effectivement un sujet de préoccupation qui n'est pas un sujet de préoccupation uniquement du CNES, mais de l'ensemble des industriels majeurs, de la communauté scientifique, des agences. Et l'objectif, effectivement, c'est d'estimer l'empreinte environnementale de nos activités. Donc c'est la partie lanceur, et puis c'est la partie ballon et systèmes orbitaux. Donc on a des outils qui permettent de faire des estimés. Alors c'est des outils simplifiés qui permettent de faire une estimation des aspects environnementaux, c'est-à-dire les émissions de CO2 équivalent, la consommation en eau pour développer un projet, les kilowattheures que vous allez consommer pour développer un projet, exploiter le projet et retirer et faire ce qu'on appelle le retrait de service, c'est-à-dire finaliser proprement la mission. Donc on fait ce type d'exercice pour l'ensemble des vecteurs, que ce soit des satellites, des ballons ou des lanceurs. Des systèmes orbitaux, des lanceurs et des ballons. Merci. L'activité spatiale, elle est en train de croître. On voit d'année en année qu'il y a de plus en plus de lancements, de plus en plus de satellites en orbite. Est-ce que, selon vous, il va falloir mettre une limite pour que ce soit durable? Alors je pense que ça repose sur... il faut qu'on partage la situation qui nous oblige. Et puis elle émane de la communauté scientifique. La première chose, c'est qu'on a un effondrement de la biodiversité. Deuxième chose, c'est qu'on a des ressources qui sont limitées. Troisième, c'est le dérèglement climatique. Avec nos amis du GIEC qui travaillent, avec une trajectoire à plus 1,5 degré qu'on ne tiendra pas, qui est l'accord, la COP 21 2015. On est aujourd'hui, en estimé, on est à plus 4 degrés. Donc à partir du moment où on partage ces éléments-là, il est clair que la situation devient vraiment préoccupante. Donc on a grosso modo 3 groupes d'individus. Les indifférents, les réfractaires et les convaincus. Les réfractaires, ce n'est pas la peine d'essayer de les convaincre. Les convaincus, on n'en fait pas assez. Et on a 2 solutions. La première solution, c'est d'imaginer que la solution, justement, elle est technologique. C'est un pari. Ça peut être la solution, mais ça n'en reste qu'un pari aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est la sobriété. Personnellement, moi, j'invite à la sobriété. Alors, sachant que les 2 solutions ne sont pas exclusives. Vous pouvez très bien imaginer continuer à progresser pour essayer d'apporter des solutions technologiques tout en, bien entendu, l'accompagnant d'une sobriété qui est clairement la voie dans laquelle on doit aller. Donc la sobriété, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. La sobriété, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. On ne va pas pouvoir tout faire. Donc moi, je n'ai pas la solution. On a beaucoup utilisé le terme de politique. C'est une décision politique vers quoi on veut aller. Et je pense qu'il y a une logique que l'on peut s'approprier, que l'on peut s'accaparer. C'est à partir du moment où on est capable de définir quel est l'intérêt commun, le bien de l'humanité, eh ben on est capable de faire le choix. Je vais vers ce type de trajectoire, vers ce type de mission, parce qu'elle représente un bien, elle répond à un service d'intérêt général, et elle représente telle empreinte environnementale. Voilà. Donc à partir du moment où on est capable de gérer cette espèce de schizophrénie entre un intérêt général et versus une empreinte environnementale, ben, je pense que c'est déjà la voie de la sobriété, mais il est vrai qu'on n'arrivera pas à tout faire. Ça, c'est pas possible, pour les 3 raisons que j'ai évoquées. Si je me tourne vers toi, Faustine, excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est astronome, alors une question un peu en 2 parties, d'une part, est-ce que dans votre discipline, vous évaluez aussi l'impact de votre discipline et vous essayez un petit peu de réduire votre impact sur l'environnement? Et de 2, est-ce que dans vos observations, vous souffrez aussi du changement climatique ou par exemple de la pollution orbitale? Oui, alors déjà, en ce moment, tous les laboratoires d'astrophysique, en tout cas qui sont en France, font leur bilan de ce qu'ils appellent le BGES, le bilan de gaz à effet de serre. C'est même obligatoire par la plupart de nos tutelles, dont le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, qui est mon employeur. C'est très récent.
c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années. Et en fait, la communauté de l'enseignement supérieur de la recherche a créé un collectif multidisciplinaire, pluridisciplinaire, avec des sociologues, des océanographes, des astronomes, etc. Vraiment toutes les branches possibles, économistes, pour justement créer des outils communs pour qu'on puisse avoir finalement la même base, quoi, pour pouvoir faire ces bilans. Donc ils ont été faits. Et ils sont toujours en cours de raffinement. Et donc, il y a 2 volets principaux. Il y a évidemment, quand moi, je vais tous les jours au travail, et ce que j'utilise, mais aussi, comme je suis astronome, donc mes activités, elles sont très dépendantes des observatoires astronomiques, dont vous venez d'évoquer, et donc prendre en compte non seulement notre vie de tous les jours, mais aussi ce qu'on appelle les très grandes infrastructures de recherche, qui peuvent être en l'occurrence des télescopes, des satellites, mais aussi, par exemple, des high performance computers, donc des centres de données de computers massifs, des gros machins qui font plein de bruit et qui émettent plein de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce cadre-là, la deuxième partie, donc c'est un travail qui est en cours, et d'ailleurs, peut-être vous parler des résultats directement, parce que quand on a commencé à faire ce travail-là, on s'est dit un peu naïvement, ok, ça va être surtout les voyages en avion pour aller à Bachibouzouk, de l'autre côté de la Terre, pour donner une conférence de 3 minutes et revenir 2 jours plus tard. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas ça, c'était vraiment tout ce qu'on appelle les achats. Donc dans les achats, c'est un espèce de gros melting pot où on met dedans à la fois les boulons, les vis et les câbles qu'on achète pour nos bancs optiques, par exemple, ou nos expériences, ou les laptops qu'on achète, les ordinateurs qu'on achète pour notre travail de tous les jours, mais aussi les produits ménagers, le liquide vaisselle, le sopalin, le PQ, tout ce que vous voulez. Donc c'est une grosse boîte, et en fait c'est ça vraiment qui est le plus gros poste important d'équivalent en unité équivalent CO2. D'autre part, il y a aussi le trajet travail maison, domicile, merci, domicile-travail, le fameux trajet pendulaire, comme ça, de gauche à droite. Ça dépend de où on habite. Et puis, vous avez bien vu tout ce qu'on a là, en ce moment. La grosse mode, c'est de faire des super technopoles bien loin des centres-villes, de prendre les écoles, de les mettre sur le plateau de Saclay. C'est super cool. Ça fait plein d'argent pour Vinci et Bouygues. Et en attendant, du coup, ça fait des super trajets pendulaires qui augmentent. Bref, il y a donc ce poste-là aussi. Et donc, on est en train de vraiment comprendre. Il y a le chauffage aussi et son petit copain, la climatisation. Pour les salles blanches, par exemple. Ça, c'est un premier résultat. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que le dérèglement climatique affecte les observations astronomiques? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé. Donc on a repris les données, en particulier au Chili, dans le désert d'Atacama. C'est là qu'on a le Very Large Telescope. Donc c'est les plus grands télescopes au monde qui font la bagatelle de 8 mètres de diamètre. Et on a récupéré, puis on a vraiment vu ce pic déjà de température. C'est la chose la plus facile à mesurer, la plus claire. On sait que la température de surface de toute la planète s'est réchauffée aujourd'hui de 1, presque 2 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle, donc il y a longtemps. Mais pas si longtemps que ça, en fait, à l'échelle de l'humanité et de la vie sur Terre. Et en fait, on a mesuré même 1,5 degrés Celsius. Et ça, c'est parce qu'en fait, l'énergie thermique est absorbée plus par les océans. Donc les continents vont se réchauffer beaucoup plus vite que les océans. Okay, donc on a vraiment vu cette courbe qui est super flippante parce que je l'avais toujours vue dans les bouquins, mais quand je l'ai faite moi-même et avec mes données, ça fait quelque chose, quoi. Et ensuite, on a étudié d'autres paramètres comme l'humidité, le vent, etc. Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé ce travail-là. Et en fait, en grattant vraiment dans ces études-là, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça qui va poser problème. Donc oui, peut-être qu'on aura des étoiles un petit peu moins bien vues. Voilà, mais on aura sûrement une technologie qui nous permettra de faire que l'étoile sera mieux, ou des traitements d'images, ce que vous voulez, des super ordinateurs, machin. Par contre, ce qui va poser problème, c'est le social. C'est qu'on sait que le dérèglement climatique, il va affecter énormément les populations. Par exemple, on a eu des épisodes on a eu énormément de pluie à Antofagasta, qui est la ville au Chili la plus proche de l'observatoire. Ça a coupé net les communications, donc on n'a pas pu avoir accès au télescope. L'autre problème qu'il y a eu, c'est les manifestations au Chili pré-Covid. Vous vous en souvenez peut-être, on ne pouvait plus non plus aller au télescope. Il y a eu aussi le Covid, on ne pouvait plus aller au télescope. Et donc finalement, ça, on sait que c'est des choses qui sont dues en fait au dérèglement climatique, au déclin de la biodiversité et au manque de ressources. Et donc si on reprend les choses à la base, de quoi on a besoin pour avoir un observatoire astronomique, et promis, après j'ai fini, vous êtes toujours là. Si on prend les choses à la base, on a besoin d'accès à des ressources, de l'eau, de la nourriture, pour nourrir ces messieurs-dames. On a besoin d'énergie pour faire tourner les télescopes. On a besoin de stabilité sociale.
Et ces 3 postes-là, finalement, vont être énormément impactés par le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, etc., plus que le fait que nos étoiles vont être un petit peu plus moisies qu'avant. Voilà. Merci. J'ai envie de poser un peu la même question aussi au CNES. Est-ce que vous aussi, vous faites un peu ce même bilan? Et est-ce que peut-être que vous êtes plus impacté par la saturation de l'orbite basse? Est-ce que vous devez manœuvrer les satellites de plus en plus souvent? On a entendu que Starlink se vantait par exemple de faire énormément de manœuvres d'évitement. Est-ce que ça vous arrive sur vos satellites de devoir manœuvrer pour éviter d'autres satellites? Alors, sur la manœuvrabilité des satellites, on a un expert au fond de la salle. Pierre O'Malley, que vous connaissez sous le nom du pyrotechnicien, mais c'est un grand expert en débris. Donc, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Pierre. Allez, Pierre. Bonsoir à tous. Oui, les manœuvres, oui, on en fait effectivement de plus en plus. Et d'ailleurs, je crois que la Station spatiale internationale en a fait pour la première fois depuis sa vie en orbite 2 fois en un mois, au mois de mars. Hein, et donc c'est quelque chose qui croît. Hein, le nombre d'objets augmente de façon exponentielle. Et donc il faut faire des manœuvres anti-collision de plus en plus. Et il le faudra de plus en plus. Et est-ce que vous craignez vraiment du coup ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, donc une collision qui entraînerait d'autres collisions et que l'humanité serait bloquée sur Terre à cause d'une saturation de l'orbite basse? Est-ce que c'est vraiment un scénario qui est plausible ou c'est toujours le scénario catastrophe pour faire peur? Alors, ce syndrome de Kessler, sur certaines orbites, il est déjà en route, en particulier sur les orbites aux alentours de 800 km. Sur ces orbites-là, il y a déjà eu des collisions, il y a déjà eu des explosions, des tirs militaires pour détruire les satellites, qui ont produit donc des milliers de débris, qui eux-mêmes continuent à produire des fragmentations. Et donc on a sur ces orbites-là une augmentation du nombre d'objets qui n'est pas liée à notre activité, parce qu'on envoie plus d'objets, mais de l'autogénération. Et ce phénomène-là, il existe donc sur certaines orbites, et il faut impérativement qu'on évite de faire ça. Et en France, on a été un des premiers pays à faire la loi sur les opérations spatiales qui impose à l'industrie française de faire un certain nombre de règles pour éviter ça. Et là, on est vraiment leader sur ça. Et beaucoup de pays maintenant reprennent la façon d'appréhender cette problématique en faisant des lois, parce que là aussi, on est à un niveau politique aussi. Parce que ce n'est pas parce que la France fait des choses sur ce niveau-là qu'on a un impact global. Hein. Sachant qu'on est le 4e pollueur spatial, avec uniquement 2 ou 3% des objets là-haut. Hein. Donc, ok. Pour continuer, j'aurais une... Oui, ça peut être utile. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste 2 mots, parce que Pierre a évoqué la loi relative aux opérations spatiales. Donc, effectivement, la France est leader dans ce domaine-là, puisqu'elle l'a inscrite dans la loi. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, hein, c'est des recommandations, des best practices. Mais là, en France, on a été beaucoup plus loin, il y a 10 ans de cela déjà, même plus de 10 ans maintenant, ça fait 12 ans. Qu'on a inscrit ça dans la loi. C'est-à-dire que toute personne qui souhaite envoyer des éléments en orbite doit d'une part passiver, donc c'est-à-dire ouvrir, ne pas laisser de l'énergie à bord des satellites ou des objets qu'il a envoyés en orbite. Donc ça, c'est pour éviter le syndrome de Kessler et les risques d'explosion en orbite qui produisent des milliers et des milliers de débris qui vont ensuite eux-mêmes créer des milliers. Donc c'est le syndrome de Kessler. Et aussi, ce qu'on impose, c'est la désorbitation. C'est-à-dire que si on envoie un objet en orbite, on doit être en mesure de le renvoyer sur Terre. Et ça, c'est obligatoire au travers de la réglementation. Et la mise à jour de la réglementation va durcir encore ces règles-là pour nous assurer une certaine soutenabilité et une continuité de nos activités aussi. Hein, parce que si on pourrit
nos orbites, on ne pourra pas continuer à envoyer des choses là-haut, et c'est quand même notre cœur de métier. Et peut-être un dernier point, c'est que, comme le disait effectivement Pierre tout à l'heure, c'est au niveau de la France, mais bon, la France, c'est pas tout le spatial. Donc il y a aussi un besoin de faire, comme en 1962, rassembler tous les pays autour de la table et dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on applique au niveau mondial? Parce que c'est bien beau finalement, on pénalise un petit peu les entreprises françaises, hein, parce que dire vous désorbitez, ça veut dire qu'il y a 25% de l'énergie qui doit être maintenue à bord pour pouvoir revenir et faire sa désorbitation. Donc il y a un sujet, donc en faisant ça, c'est pas neutre, c'est pas anodin. On demande quand même à une Ariane 6 finalement qui a potentiellement une performance bien supérieure à celle que on affiche actuellement, parce que on lui demande de réaliser de la désorbitation. Donc on pénalise nos industriels, mais c'est parce que on souhaite aussi préserver ce bien commun que sont les orbites utiles de la Terre. Il y a des initiatives qui vont dans ce sens aujourd'hui, d'aller chercher une loi mondiale pour aller gérer l'orbite, enfin, ce bien commun. Alors, loi mondiale, ça n'existe pas. On peut faire des traités. Et les traités, ensuite, c'est aux différents pays, aux différentes nations, de les convertir en loi et en réglementation dans leur pays. Et actuellement, ça ne bouge pas beaucoup. On aimerait bien que ça bouge un peu plus de ce côté-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des intérêts industriels. Il y a des lobbies derrière, et puis donc personne ne bouge. Ok. J'aurais peut-être une question un petit peu plus personnelle que je poserais à Arnaud. Quand on se prépare à devenir astronaute, on se prépare à vivre dans un écosystème très fermé, dans une toute petite boîte de conserve, où chaque ressource est ultra précieuse, où on ne peut pas se permettre de gaspiller. Est-ce que quand on se met dans cette optique pour aller dans l'espace, est-ce que toi, ça t'impacte aussi après dans ta vie quotidienne et la manière dont tu vois ton impact sur Terre et la manière dont tu utilises des ressources sur Terre, parce que tu sais que tu vas te retrouver dans un, enfin j'espère, dans un milieu où cette scarcity, comment on dirait, cette rareté sera vraiment extrêmement présente. Alors si la question est est-ce que je mange tous les jours le menu qui a été annoncé par Lucie tout à l'heure, la réponse est non, voilà, clairement. Par contre, effectivement, je pense que le vol habité spatial, il nécessite une certaine rusticité quand même. Et cette rusticité, je pense qu'elle s'apprend et elle s'entretient. Et bon, j'ai la chance aussi de faire un métier qui exige aussi une certaine rusticité. Et je pense qu'après, bon, comme tout un chacun, on a une certaine déformation professionnelle. Et parfois, je pense que c'est bon, et j'essaye de le faire, de me poser la question de qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de telle ou telle chose? Et est-ce que finalement, je ne saurais pas faire avec moins? Et notamment dans effectivement une dynamique, une projection de pouvoir faire avec très peu. Mais enfin, en posant cette question, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Lucie à la fin de son discours d'introduction. C'est qu'il existe, je pense, de nombreuses synergies entre l'exploration spatiale et les innovations technologiques qui sont nécessaires pour répondre aux défis qui ont été annoncés tout à l'heure par Bruno. Et je pense que en essayant de répondre à une telle exigence justement de rusticité, à une telle difficulté technologique, on trouve des solutions qui auront potentiellement des applications pour que ce soit des solutions à une plus grande échelle ici sur Terre. Au-delà des technologies, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi l'observation de la Terre nous aide à mieux comprendre le climat, et pourquoi c'est important de regarder la Terre depuis l'espace? Alors effectivement, les satellites sont totalement indispensables pour la surveillance de notre planète. L'aspect stress hydrique des plantes, la montée des eaux, les gaz à effet de serre,
On a un certain nombre de paramètres, je crois que c'est 53 paramètres qu'il faut pouvoir mesurer, et l'espace nous offre à la fois la possibilité d'accéder à un certain nombre de paramètres qui ne sont accessibles que depuis l'espace, et surtout avec la répétitivité et la fréquence qui nous permet de faire des mesures qui sont adéquates vis-à-vis de la communauté scientifique et des besoins de la communauté scientifique pour comprendre les mécanismes qui sont en jeu, quoi. Donc l'espace est... Je tiens à insister, je n'ai pas dit qu'il fallait tout arrêter. Il y a des activités qui sont totalement indispensables. La surveillance des gaz à effet de serre en fait partie, le positionnement par satellite en fait partie, la météo en fait partie, pouvoir aider les sauveteurs quand il y a une catastrophe, ça en fait partie. Il y a des missions qui sont profondément indépendantes, qui sont profondément ancrées dans nos mécanismes et dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, c'est clair. Donc il faut continuer les activités qui sont, je le redis, qui sont, je qualifierais d'intérêt général. Si je peux me permettre d'ajouter juste que ces données, d'autant plus elles sont publiques, en fait, n'importe qui peut y accéder, par exemple aux données de Copernicus dont on parlait tout à l'heure. Donc ça c'est important. On est vraiment dans l'intérêt général, hein. Les données sont disponibles pour ceux qui en ont besoin et qui ont besoin d'en faire l'exploitation, pour permettre aux politiques de prendre les bonnes décisions. On parle beaucoup de politique ce soir, hein, c'est pour permettre de prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas la communauté scientifique qui va prendre la décision, c'est les politiques qui doivent s'emparer des résultats scientifiques pour prendre les bonnes décisions. Et si on va encore plus loin, est-ce que l'observation d'exoplanètes ou même d'autres planètes dans le système solaire peuvent nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer sur Terre? On pense à Vénus qui a par exemple un effet de serre monstrueux. Est-ce qu'en observant Vénus, on peut anticiper ce qui se passe sur Terre? Oui, absolument. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en ce sens, hein, pas par moi directement, mais par exemple, il y a des laboratoires qui sont vraiment à mi-chemin qui font de la climatologie et de la planétologie en même temps, et qui ont regardé justement comment se transforme la Terre quand on injecte un petit peu beaucoup trop de carbone. La réponse n'est pas très belle à voir, ça devient un petit caillou tout sec, tout moche. Et effectivement, donc il y a pas mal de parallèles qui sont faits. Après, les compositions atmosphériques sont très très différentes. Par contre, ce qui est clair, c'est que plus on étudie justement, comme je disais, ce concept d'habitabilité, et ça c'est quelque chose, c'est vraiment le point culminant de la recherche des exoplanètes. Le Graal aujourd'hui, ce qui fait que c'est facile d'avoir des sous, il suffit juste de mettre le mot Origins of Life, ça marche super bien, et intelligence artificielle, mais là je vous jure, vous avez les sous. Et du coup, l'origine de la vie, le concept d'habitabilité, en fait, à partir du moment où au début on s'est dit, ah ouais, c'est cool, juste un endroit où il y a de l'eau liquide, et puis en fait, on creuse, et on se rend compte qu'il y a énormément de paramètres, il y a énormément de questions, en fait, et puis même à la fin, ça relève de la philosophie, quoi, qu'est-ce qu'on attend derrière tout ça. Et puis là, en fait, on se rend compte que Mars, c'est vraiment pas du tout habitable, quoi, pour plein de raisons. D'ailleurs, on n'a pas évoqué encore, mais là, on a parlé de ressources alimentaires, d'insectes et de petits trucs comme ça, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est aspect psychologique. Qu'est-ce que ça va faire pour l'être humain de ne plus du tout voir la Terre, hein, parce que de la Lune, on la voit quand même un peu. Qu'est-ce que ça va faire de ne plus avoir le chant des oiseaux, le bzz des insectes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects comme ça qui sont en cours d'étude, et c'est complètement pluridisciplinaire. D'accord, merci. Lucie, j'imagine que vous, du coup, dans ta discipline, vous devez faire énormément de parallèles entre la Terre, qui n'est jamais qu'un énorme écosystème fermé, et ce que vous essayez de faire à plus petite échelle, à beaucoup plus petite échelle. Est-ce que, du coup, vous regardez tout ce qui se passe côté changement climatique sur Terre ou éventuellement sur d'autres planètes comme Vénus, pour essayer de comprendre les effets les plus néfastes et les plus difficiles à contrôler dans un écosystème beaucoup plus petit? Alors, on va pas faire de la planétologie, climatologie comme ce dont a parlé Faustine. Donc, on va pas observer ce qui s'est passé sur d'autres planètes. On est vraiment sur développer des systèmes. Des hardware qui vont nous permettre de maintenir en vie un équipage. On ne fait pas d'études vraiment sur les planètes en elles-mêmes. Ce qu'on va faire comme étude sur les planètes, c'est quelles ressources sont disponibles et comment on peut les utiliser pour pallier. Parce qu'on parle de recyclage, on ne veut pas recycler à 100%, ça n'existe pas, seulement sur le papier. Donc,
on va à un moment devoir injecter de la matière dans notre système. Voilà. Oui, on va devoir injecter bien sûr de l'énergie dans notre système. Comment est-ce qu'on produit notre énergie sur Mars? Oui. Typiquement, voilà, je prends encore l'exemple de Mars, mais voilà. Et question un petit peu dans la même veine. Est-ce que les technologies que vous développez pour ces problématiques, est-ce qu'elles n'auraient pas aussi un intérêt pour le civil à aider à recycler toujours plus, à justement injecter aussi peu de matière et d'énergie que possible dans nos activités pour pouvoir les maintenir? Est-ce que vous avez ce lien à penser vos technologies au-delà du spatial et de la manière dont elles pourraient servir sur Terre? Justement, c'est tout l'intérêt. Enfin, c'est vraiment, en fait, dans le projet Mélissa, et je reprends encore l'exemple de ce projet-là, on a 5 grands axes. Et un des axes, c'est les applications terrestres. Donc, on a énormément de partenariats avec différentes entités, que ce soit des universités, des instituts de recherche ou des entreprises privées, pour justement mettre en application ces technologies qui ont été développées dans le cadre du projet Mélissa et ensuite poussées et adaptées pour la Terre. Donc juste quelques exemples. Le système de recyclage des eaux de la station Concordia, c'est un système qui découle du projet Mélissa. Ce même système a été mis en place dans une université au Maroc pour permettre d'avoir de l'eau potable donc qui soit disponible tout le temps dans cette université-là. Et ensuite, on a énormément d'applications aussi sur tout ce qui est production de nourriture en utilisant moins de ressources, en étant local et en diminuant donc les trajets, en diminuant le gaspillage alimentaire, parce qu'on va être un peu plus, je vais pas dire personnalisé, mais on va s'adapter vraiment aux besoins de la population. Donc on a énormément de choses qui sont développées comme ça. L'autre aspect qui me semble important dans ce qu'on fait, c'est que, parce qu'on pourrait se dire, pourquoi on a besoin du spatial pour développer ça? Pourquoi on ne le fait pas juste pour la Terre? Je pense que le fait de réfléchir avec des contraintes qui sont très fortes, donc l'environnement spatial, c'est un environnement extrême, et on rajoute en plus la contrainte d'être dans un environnement clos, dans un environnement qui est petit, avec des variations qui peuvent être importantes. On a des constantes de temps aussi qui sont très différentes. On a des micro-organismes qui se reproduisent très vite, qui ont des cycles de vie qui sont rapides, des plantes qui vont pousser parfois sur des cycles de 100 jours, et ensuite on a le cycle des êtres humains. Et donc tout ça, on doit le mettre ensemble. Donc on a des constantes de temps différents, on a des problématiques différentes à chaque étape, et le fait d'avoir tout ça dans un environnement très contraint, ça nous force à trouver des solutions ou des manières de faire qui sont innovantes, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on était resté dans un cadre terrestre. Et donc, moi, je pense que c'est ça qui est aussi important dans ce qu'on fait dans les systèmes support vie, c'est de changer le cadre, changer la manière de penser pour arriver à des solutions qu'on n'aurait pas forcément trouvées. Et ensuite, on peut les adapter pour la Terre, parce que si on arrive à développer des systèmes de recyclage très efficaces dans un environnement qui est si complexe que l'environnement spatial, on peut facilement, entre guillemets, les adapter pour la Terre. Très génial. Ursula, au CNES, vous avez aussi un peu ce genre de démarche d'aller chercher de la technologie spatiale, et notamment dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement et peut-être de la gestion des ressources, d'aller les dériver vers la société civile. C'est quelque chose que le CNES fait ou pas du tout? Ou peut-être que tu ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Lucie, c'est que toutes les technologies qu'on développe dans le cadre du spatial servent à un moment donné pour les applications terrestres. Ce qu'on fait, c'est plutôt l'inverse en ce moment. C'est-à-dire utiliser des technologies actuellement développées pour la Terre, et de se dire, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas avoir une application et finalement simplifier la façon avec laquelle on envisage nos activités spatiales. Donc là, on essaye plutôt de simplifier nos systèmes
et d'utiliser toutes les bonnes idées qui sont en cours dans l'industrie avec l'arrivée de tout un tas de nouvelles technologies pour les appliquer à nos systèmes spatiaux. Si je peux me permettre de compléter, pardon, Bien sûr. Arnaud. Le programme Apollo a été la démonstration, a été un super moteur technologique dans les années 70. Donc le spatial est un super moteur et qui bénéficie à la société, c'est clair. La démonstration a été faite par le passé. Si je peux aussi compléter un peu, faire un parallèle avec ce que disait Lucie sur les applications de ces technologies. Au CNES, il y a une entité qui s'appelle le CADMOS et qui qui fait bénéficier aux personnes sur Terre de recherches qui sont effectuées aussi dans le domaine médical. C'est-à-dire que de la même façon que pour pouvoir vivre loin, il faut avoir une exigence de recyclage, d'utilisation des ressources très forte pour maintenir des personnes en bonne santé, c'est aussi un énorme enjeu. C'est un énorme enjeu sur les technologies de diagnostic, sur les technologies d'intervention, donc pour pouvoir savoir si quelque chose ne se passe pas bien, pour pouvoir résoudre un problème médical. Et cet enjeu, il rejoint des problèmes qui existent sur Terre, parce que la connaissance, l'expertise médicale, elle n'est pas répartie de façon homogène à la surface de la planète. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur les enjeux sociaux. Et donc le fait de pouvoir faire bénéficier à distance d'une expertise médicale, d'un moyen d'intervention médicale, il y a de nombreuses applications sur lesquelles le CNES et le CADMOS travaillent. Et j'imagine aussi des développements de systèmes très compacts pour faire du recyclage, de la purification de l'air. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être déployées de la même façon, de manière beaucoup plus simple que des énormes installations qui n'auraient pas été pensées pour le spatial. Oui, il y a énormément d'applications dans ce qu'on développe qui se concentrent sur, par exemple, des zones dans l'Arctique canadien. Je prends cet exemple parce que je travaille un petit peu avec l'Agence spatiale canadienne qui a mis en place un Deep Space Food Challenge. Il y a la NASA qui a fait ça, il y a aussi l'Agence spatiale canadienne qui a fait ça, pour développer des solutions innovantes de production de nourriture pour le spatial, mais il y avait toute une partie sur ce challenge qui devait être applicable pour les zones arctiques canadiennes où ils ont énormément de mal à s'approvisionner en nourriture fraîche. Donc ça coûte très cher et il y a des populations en Arctique qui du coup ne mangent pas de manière équilibrée et ne sont pas bien alimentées. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui intéresse les agences. Sur ce projet-là, il fallait avoir une solution qui soit facilement déployable, qui soit utilisable facilement aussi par la population et qui puisse ne pas être trop gourmande en énergie non plus. Donc on a l'Arctique, on pense aussi au désert, on pense à des zones sinistrées où on pourrait déployer des systèmes assez rapidement qui viendraient en aide aux populations. Très bien. Toujours dans le souci de tenir à peu près notre timeline, je vous propose de reproduire le même exercice. Alors, c'est peut-être nous, cette fois-ci, qui allons lâcher notre micro, dans la salle pour prendre vos questions. Main levée, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir. Et on va faire circuler le micro. Bonsoir. Une question petite et naïve. On a parlé tout à l'heure de la consommation d'énergie que représentait la mise en orbite de satellites et de CO2 éventuellement. Est-ce qu'il y a aussi un impact chimique au niveau pollution, particules, oxyde d'azote, je ne sais quoi. C'est tout. Alors la pollution liée... D'abord, il y a la pollution liée au lancement, la phase de lancement. Ensuite, il y a la pollution liée au retour des étages de lanceurs. Et il y a la pollution liée à l'ablation des satellites quand ils rentrent dans l'atmosphère. Oui. Et se posent les questions pour la poudre. Alors, je ne suis pas expert lanceur. Peut-être que... Ouais, je termine juste, si je peux me permettre. Donc il y a l'alumine avec la poudre, il y a les suies avec les moteurs autres que poudre, et se posent des questions sur la couche d'ozone aussi. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent, pour lesquelles on a des réponses qui sont partielles,
mais il y a des questions qui restent fondamentalement posées. Alors oui, effectivement, mais comme le disait Bruno, finalement, au tout début de cette séquence, ce qu'on regarde, c'est tout le cycle de vie de notre impact environnemental. Et finalement, c'est ce qu'on demande aussi à toutes les industries, hein, de faire ça. On est dans un esprit de sobriété. Et pour aller vers la sobriété, il faut mieux connaître notre impact actuel. Donc ce qu'on a fait, et ce sur quoi on travaille, c'est sur une analyse de cycle de vie global de notre activité. Et cette analyse de cycle de vie, elle va reposer sur, comme le disait Bruno tout à l'heure, hein, l'analyse de plusieurs facteurs. Premièrement, effectivement, l'impact carbone de notre activité. Deuxièmement, l'impact que l'on a sur les ressources que l'on va extraire de la terre pour notre activité. Il y a aussi l'impact sur la biodiversité, j'en oublie un. Maintenant, on parle souvent de la phase de lancement parce que c'est hyper impressionnant, on voit de la fumée, etc. Mais si on regarde que ça, on n'a pas la vue globale de notre impact. Si on veut avoir la vue globale de notre impact, il faut commencer au moment où on va extraire les ressources qui nous sont nécessaires pour produire notre lanceur. Et c'est en ça que l'analyse de cycle de vie, elle est importante. C'est-à-dire, voilà, je produis un moteur, qu'est-ce que j'extrais de la terre ? Et ensuite, quel est l'impact général du transport alors sur les différents facteurs, hein, que j'ai évoqués au début, de nos différents matériels vers les zones d'assemblage. Quel est l'impact de l'industrie quand elle va fabriquer le moteur, tous les procédés de fabrication, quels sont leurs impacts. Et c'est ça qu'on regarde dans une analyse de cycle de vie pour qualifier notre impact sur l'environnement vis-à-vis des différents facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ensuite, effectivement, donc ça c'est la partie la plus facile. La partie un peu plus compliquée et sur laquelle nous travaillons, c'est l'impact au lancement. Mais finalement, quand on regarde le cycle de vie global, on se rend compte que c'est pas ça la plus grosse part de notre impact, c'est tout le reste. Et il ne faut pas négliger aussi, donc il y a beaucoup d'étudiants face à moi, donc quand on fait des simulations, on fait de la CAO, on est content, on fait des simulations, on utilise tous les outils de simulation possibles et imaginables, mais en fait ça fait tourner beaucoup de machines qui consomment énormément d'énergie. Donc voilà, quand on parle de l'impact environnemental, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Et c'est ça qu'on essaye de rassembler en ce moment pour ensuite jouer sur ces différents facteurs et diminuer notre impact. Si on s'intéresse aux émissions de CO2 et qu'on développe une mission d'observation de la Terre avec un satellite qui fait 1 tonne, je ne vais pas vous donner de chiffres, je vais juste vous donner des pourcentages. La phase de développement du satellite, c'est 25% de vos émissions de CO2. La phase de lancement avec la fabrication du lanceur, c'est 45%. Et le reste, c'est la phase d'exploitation de votre mission en orbite, complétée du retrait de service. Voilà. Donc vous faites en fait, c'est 25, 25 et 50. 50 pour la partie lancement avec la fabrication du lanceur. Moi, j'aimerais revenir sur la pollution des orbites. Actuellement, on a une dizaine de milliers de satellites en orbite. On voit avec le réseau Starlink qui veulent en développer 40 000 en orbite. Vous disiez tout à l'heure de mettre les États autour d'une table, mais ces sociétés privées qui, elles, ont pour objectif, et vous le disiez tout à l'heure, de faire du chiffre, comment est-ce qu'on contrôle le nombre de lanceurs, le nombre de satellites qu'ils mettent en orbite pour justement régler ces problèmes de pollution en orbite de la Terre? Alors si je peux me permettre, mais Pierre serait parfait pour répondre, mais je vais juste faire une réponse préliminaire. Je pense qu'on peut apporter le micro à Pierre, il complétera. L'histoire des méga-constellations, c'est une vraie préoccupation, hein. C'est clairement une préoccupation. L'Europe veut faire des méga-constellations. Donc on a l'exemple de Starlink avec une augmentation significative des objets artificiels en orbite basse. Donc Pierre, je te laisse compléter si tu souhaites.
Oui, alors c'est effectivement un gros problème. Il s'avère que dans le droit international, l'industrie qui va envoyer des véhicules dans l'espace, elle les envoie depuis un pays. Et c'est le pays qui est responsable vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité, hein, de l'ensemble du monde. Ça veut dire que du coup, quand Starlink envoie des véhicules dans l'espace, c'est son pays qui est responsable. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre de règles et de lois, de règles, on va dire ça, hein, qui sont édictées par les différentes instances américaines et qui essayent de réguler ça. Parce qu'en cas de gros problème, c'est finalement l'État américain qui sera responsable. Donc bon, ça ne règle pas le problème. Il s'avère quand même que vis-à-vis de Starlink, hein, à l'origine, ils voulaient mettre l'ensemble de leurs satellites à plus de 1000 km. Un satellite qui tombe en panne à 1000 km, il va rester là-bas pendant des dizaines de milliers d'années. La FCC leur a dit, et a dit non, il faut, agit d'influence, et ils ont finalement baissé à 500, 400 km. Là, un satellite qui tombe en panne va se désorbiter en quelques mois. Donc finalement, le problème a été minimisé, temporairement, certes, parce que du coup, chaque constellation va venir s'installer à une orbite qu'elle s'approprie, mine de rien, puisque finalement, elle va occuper cet espace, et après, chaque individu qui va vouloir venir s'insérer dans cette constellation doit faire des manœuvres anti-collision. Donc il y a des règles qu'il faut qu'on mette en place tous ensemble, ce qu'on appelle le Space Traffic Management, c'est-à-dire comment vivre ensemble. Parce que si on fait un parallèle avec les autoroutes ou les routes, au début, quand il y avait des voitures, les voitures étaient obligées de rouler au milieu des chevaux, des piétons. Et donc, au fur et à mesure, on a mis des règles. Et aujourd'hui, on a densifié la circulation automobile par des règles communes. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, à travers tous les pays, d'essayer de se mettre d'accord pour essayer de mettre en place des règles de trafic qui vont nous permettre de densifier la population spatiale tout en la gardant la plus pérenne possible. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment une espèce d'effervescence dans ce domaine-là, parce qu'on voit le nombre d'objets qui augmente, les règles qui mettent vraiment du temps à se mettre en place, parce qu'effectivement, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Et dans ce genre de système, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas dans la règle pour mettre le bazar dans tout le système. Hein, ça me fait penser... je ne sais plus quel film là où toutes les voitures sont autonomes, et puis donc il y a le gars qui prend sa voiture lui avec le volant et qui fout le bazar dans tout le système, puisque du coup lui ne communique pas avec l'ensemble de la population. Donc pour répondre à la question, c'est les États qui sont responsables, et chaque État doit normalement vis-à-vis des autres de la communauté imposer une sorte de respect. Et aujourd'hui, on lutte pour ça. Et Starlink est contraint, mais il y a des constellations qui vont arriver. Et puis, des règles, par exemple, disent voilà, je mets une constellation, et puis finalement, moi, je m'installe là. Et pour faire ces règles de trafic, je vais interdire, entre guillemets, 50 km au-dessus et 50 km en dessous de mon espace orbital, aux autres de venir. Mais ça, c'est pas possible dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de droit de propriété. Mais finalement, si cette règle elle se met en place, ça veut dire que vous mettez 10 constellations et il n'y a plus de place pour faire pour les restes, quoi. D'où un enjeu européen. Aujourd'hui, on voit les Américains qui sont en avance, qui s'installent. Et nous, on essaye à travers l'ISO, International Standard Organization, à travers l'IADC, International Agency Debris Committee, de discuter avec les gens, de se mettre d'accord pour essayer de faire des vraies règles, pour essayer avant qu'il soit trop tard, de pérenniser l'espace pour que tout le monde, qu'on puisse continuer à l'utiliser, quoi. Parce que c'est un sacré problème. Alors, on a parlé d'impact environnemental, et un point clé dans le spatial, c'est la logistique qui est liée au lancement, donc notamment les pas de tir. Et en fait, notamment par exemple avec le centre spatial guyanais,
Est-ce qu'on évalue cet impact environnemental de ce centre-là, et est-ce qu'on va essayer de réguler en fait l'impact sur l'environnement et aussi sur la biodiversité qui est assez riche dans cette zone-là, par exemple? Alors, quand on fait une analyse de cycle de vie, on prend tout en compte, y compris le centre spatial guyanais. Et le centre spatial guyanais, il est très riche environnementalement parlant, et on se rend compte que l'impact sur la zone est très faible. Tout simplement parce qu'on répond à un certain nombre de réglementations pour nous assurer que notre impact est minimisé sur la base. À titre d'exemple, à chaque lancement, on effectue, et c'est pas récent, hein, on fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire depuis le début de l'ère Ariane 5, on fait des mesures de l'impact environnemental de chaque lanceur. C'est-à-dire qu'on a placé des capteurs à proximité de la zone de lancement, et puis on va aller voir ce qu'il en est de la zone après chaque lancement. Ensuite, sur le CSG, il n'y a pas que la zone de lancement. Il y a aussi tout le reste, les bâtiments d'intégration, la zone de production du propergol, etc. Donc, ce qu'on a constaté sur l'impact environnemental, c'est que finalement, ce n'est pas l'activité en elle-même qui nous coûte le plus environnementalement parlant, c'est plutôt la climatisation. Parce qu'en Guyane, il fait très chaud. Et donc, on a des bâtiments extrêmement climatisés, à la fois pour garantir le bien-être des employés, mais aussi le bien-être des satellites. Ce qui a été fait pour Ariane 6, parce que déjà, pour Ariane 6, on avait commencé... Alors, Ariane 6, hein, le début, c'est... 2014, je crois. Bon, je vais dire une bêtise, je suis fatiguée. mais à l'époque, déjà, on s'est dit qu'on allait diminuer cet impact-là. Donc, au lieu de faire des bâtiments verticaux qu'il est extrêmement difficile de ventiler, on a fait un bâtiment d'intégration à l'horizontale. Ensuite, on a dit la clim, ça nous coûte cher environnementalement parlant, donc on a supprimé la clim. Et on a mis en place des évents. Alors effectivement, pour le confort des opérateurs, ça va être un peu moins ça, mais on va ventiler. Et on va essayer parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Guyane, c'est riche. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'insectes, d'araignées, etc., qui n'aiment pas trop la clim et qui ne vont pas là où il y a de la clim. Mais maintenant qu'on a ouvert tout ça, il va falloir gérer aussi et essayer de ne pas se faire envahir par tous ces animaux. Voilà. Ensuite, il y a une forte surveillance de la faune et de la flore au CSG. On a un service entier qui est dédié à ça. On fait des observations et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et les sites TICNES qui nous montrent un petit peu à quel point la faune prend possession du CSG le soir. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour d'aller en Guyane, il n'est pas rare de croiser des paresseux en plein milieu de la route, des jaguars. C'est un peu plus impressionnant, ça fait un peu plus peur, mais ils sont là et puis ils passent tout simplement. Voilà, il y a tout plein d'autres espèces d'animaux que l'on observe sur la base, notamment grâce à des caméras nocturnes que l'on a placées un petit peu partout dans la base et où on voit des familles d'animaux parfois passer devant, etc. Donc c'est extrêmement protégé. Parce qu'on y fait attention, on sait qu'on est en plein cœur de la forêt amazonienne et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Dernier exemple, on a essayé de mettre en place, on essaye actuellement de mettre en place une nouvelle zone de lancement pour les micro-lanceurs et actuellement c'est bloqué. Parce que sur le site, il y a une famille de grenouilles qui s'est installée et des chouettes. Donc là, on est en attente parce qu'on a des grenouilles et des chouettes. Voilà. Eh bien, place aux grenouilles. Merci à vous tous. On va finir rapidement sur un troisième axe. Vous inquiétez pas, il va être plus court, on va pas vous lâcher trop tard. On a parlé volabilité, on a parlé environnement,
Et pour finir cette soirée en rêvant un petit peu, je vous propose de vous projeter un petit peu plus loin, beaucoup plus loin en vérité, et de parler observation et observation directe des exoplanètes. Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi nous apprendre pour notre situation sur Terre? Je pense que ce serait assez intéressant. Alors, je vais essentiellement me tourner vers Faustine, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir aussi. Faustine, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que, à défaut de sauver notre planète, on pourra au moins savoir, d'ici peut-être au cours de notre vie, s'il en existe une autre perle similaire à la nôtre, quelque part dans la galaxie? Est-ce qu'on aura au moins ce petit réconfort de savoir qu'on n'a pas bousillé la seule planète habitable de toute la galaxie? Je suis vraiment désolée, mais je pense que ça va être assez pessimiste. Mais en fait, pragmatiquement, les technologies qu'on a aujourd'hui ne nous permettent pas d'assurer une telle réponse. On n'a juste pas du tout les données suffisantes. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait même pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis en plus, il y a aussi la notion de temps. C'est-à-dire que quand on regarde une planète qui a 21 années-lumière, elle était comme ça il y a 21 ans, et puis plus on va loin, pire c'est. Et du coup, non, pas vraiment, non. Surtout vu que l'échelle de temps de l'humanité, là, elle est un peu critique, quoi. On est plutôt dans la limite basse, donc voilà. Oui, c'était pessimiste en effet. Quel type alors, aujourd'hui, si on fait un petit peu la liste des données qu'on peut trouver sur une exoplanète, on va pouvoir trouver éventuellement sa masse via les vitesses radiales, peut-être son diamètre via des transits. On commence doucement à choper des informations atmosphériques. Est-ce que quel type de données supplémentaires il nous faudrait pour pouvoir progresser dans notre définition de l'habitabilité? Ah ouais, alors, mais c'est une question vraiment énormissime. Alors, tout à fait. De façon, on veut plus de détails sur notre planète et on veut plus de détails sur la chimie de l'atmosphère. C'est-à-dire on veut vraiment scanner le spectre entier de toutes les couleurs de notre atmosphère, à la fois en transmission et en émission. Ça vous parle ou pas, là, où je vous ai complètement perdu? Ok, ça roule. Mais alors, en fait, pour le reste, c'est qu'en fait, je sais pas, j'aimerais bien vous donner l'image que j'ai dans la tête à ce moment-là avec tous les problèmes de chimie qu'il y a. La chimie du vivant et la chimie même pas du vivant. C'est vraiment monstrueux. Et donc, il faut à la fois comprendre la chimie, il faut à la fois comprendre le climat sur Terre, par exemple. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu étudié ce qui se passe. Donc, je ne suis pas climatologue, mais juste en regardant comme ça et en discutant avec des climatologues, c'est tellement compliqué. On ne sait même pas comment se forment les nuages. Je veux dire, on va voir des trucs dans les exoplanètes, on ne va juste pas savoir les interpréter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les observations qu'on a, en fait, les masses qu'on dérive, en général, elles sont dérivées à partir de modèles qu'on a faits. Mais ces modèles-là, en fait, ils sont restreints à nos connaissances en physique, et ces connaissances n'étant pas aussi de résolution infinie pour l'instant, en fait, c'est vraiment, vraiment délicat. Donc, il y a vraiment énormément de scientifiques, chimistes, géologistes, etc., géologues, pardon, qui s'occupent de ça, mais c'est vraiment, vraiment très complexe. Donc, voilà, ma réponse. Ok. Moi, j'ai une question sur... on a du mal à se rendre compte des biais d'observation qu'on a, en fait, depuis la Terre. Est-ce qu'on arrive à observer un peu tous les types de planètes, ou finalement c'est que les planètes qui sont soit très loin de leur étoile ou trop proches justement Est-ce qu'au final on n'est pas juste, on vient juste d'ouvrir les yeux, on est un peu aveugle et on voit pas grand-chose? Non, complètement, on est aveugle et daltonien et tout ce qu'il faut. Et en fait, non. Et quoi? Ouais. En fait, c'est vraiment une très bonne question. Donc aujourd'hui, on a 5 à 6 méthodes de détection d'exoplanètes. Donc vous avez évoqué celle que j'utilise, qui est la méthode d'imagerie, dite directe, parce qu'on fait une photo. Mais en fait, ça, il y a des grosses exigences technologiques qui fait que, de fait, on ne peut regarder que des planètes qui sont jeunes, extra-massives, donc des gros Jupiters bien dodus qui brillent bien, et super loin de leur étoile.
et autour d'un certain type d'étoiles, un petit peu plus petites que le Soleil, donc plutôt on est dans les étoiles naines. Et c'est pareil pour chaque méthode. En fait, chaque méthode, de fait, sont limitées de par nos capacités technologiques, et aussi par des fois, par exemple, la méthode, tu as parlé de la méthode des vitesses radiales, ou je sais pas, en fait, la méthode des vitesses radiales, elle est aveugle si, par exemple, on a l'étoile ici au centre et que la planète, elle va tourner comme ça. Là, tu peux rien voir, quoi. Donc, ce genre de choses. Donc, en fait, on essaye justement d'avoir un maximum de diversité de nos détections, toutes méthodes confondues. On essaye de faire en sorte qu'elles se recroisent. Mais en fait, il y a plein de paramètres. Il y a la masse, tu en as parlé, de la planète, il y a la distance de la planète, mais tu as aussi l'âge de la planète. Il y a plein de trucs, en fait. Et du coup, on essaye de faire ça, effectivement, pour avoir une vue d'ensemble. Et une fois qu'on aura une vue d'ensemble, on pourra faire des statistiques et dire « Oh, regardez, là, il y a un trou. » Ça veut dire on est sûr qu'il n'y a pas de planète de ce type-là qui existe. Et là, il y en a grave. Ça veut dire que c'est hyper probable de former ce genre de planète. Et ça dépend aussi du type d'étoile auquel elle tourne, de la multiplicité des étoiles auxquelles elle tourne. Donc, on est vraiment dans un espace multidimensionnel. Et c'est super intéressant, mais là, il faut quand même se rappeler, c'est en 95, la première détection sûre d'une exoplanète, c'est très très jeune comme science, c'est en plein boom, on est capable de faire des trucs absolument démentiels, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, malgré ce que je vous dis, que c'est super compliqué, qu'il y a plein de trucs et tout, c'est incroyable les résultats qu'on a. D'imaginer ça il y a 20 ans, c'était pas possible. Donc c'est déjà génial, c'est des choses qui sont en cours, mais aujourd'hui, nous, on a une vision qui est incomplète, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quand même l'espoir, peut-être à plus long terme, de faire de l'imagerie directe de planètes plus petites, plus froides, plus proches de leur étoile? Allez, mettons des planètes telluriques dans la zone habitable de leur étoile. Est-ce que c'est vraiment complètement hors de portée, ou est-ce que, je ne sais pas moi, dans 1-2 générations d'observatoires, on peut y croire? J'adore le mot espoir. En fait, je vous parlais du tiroir caisse avec origine de la vie et puis intelligence artificielle. L'autre tiroir caisse, c'est images de planètes telluriques, donc de type terrestre, autour d'étoiles de faible masse type Soleil. Là, c'est un tiroir caisse direct. Et donc, il y a beaucoup de missions qui sont financées. Donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, j'ai déjà oublié le nom, mais le programme spatial justement de la NASA, cette fois, et les missions scientifiques. Et donc ça a été vraiment l'un des gros points, c'était clair qu'on veut aller vers ça. Donc en fait, il y a un énorme effort d'instrumentation et de développement de technologie qui est fait parce qu'on veut aller chercher des petites planètes. Donc cette fois, on n'aura plus la lumière émise par les planètes comme celle que je regarde aujourd'hui, les gros Jupiter joufflus là, mais plutôt la lumière réfléchie, la lumière de l'étoile qui est réfléchie sur la planète comme la Lune le soir. Donc là, on va aller vraiment dans des régimes de contraste, c'est-à-dire la différence de luminosité entre l'étoile au milieu et la planète à côté qui sont énormes, de l'ordre de 10 puissance moins 10, donc 0,001 photons de l'étoile, de la planète par rapport à l'étoile. Donc c'est des choses, en fait, on arrive en fait dans des régimes, même optiquement, en fait, c'est vraiment compliqué. C'est en cours, il y a des résultats. Là, aujourd'hui, je crois en laboratoire, le maximum en laboratoire qu'on ait réussi à avoir, c'est 10 puissance moins 8. Donc, on est encore 2 ordres de grandeur au-dessus. Et c'est en laboratoire. Voilà. La vie réelle, c'est toujours pas pareil. Enfin, jamais. Moi, j'ai une petite question qui revient très souvent dans nos commentaires YouTube. Alors, c'est peut-être une question naïve, mais on a l'impression que c'est parfois plus complexe d'observer des corps dans notre système solaire que des exoplanètes, notamment quand on s'intéresse, par exemple, à la question de la peut-être possible planète 9, on se demande pourquoi on n'arrive toujours pas à l'observer alors qu'on arrive à observer des exoplanètes parfois à plusieurs années-lumière. Ouais, non, carrément, parce qu'en fait, on sait où les chercher, les exoplanètes, donc on vise des étoiles, comme je vous ai dit, qui ne sont pas des étoiles doubles ni triples, machin, on essaie vraiment d'avoir des étoiles non binaires, parce que sinon c'est un peu plus compliqué, niveau dynamique, on ne sait pas trop encore comment ça se passe, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus d'ailleurs, alors que la planète... 9 ou 10 selon les personnes à qui on parle, donc s'ils sont d'origine USA ou pas. Bref. Et le problème de ça, c'est qu'on a 0 référence. C'est qu'en gros, on doit chercher un truc qui brille à peine, donc voire pas du tout, sur un fond noir, quoi. Et ça, c'est hyper délicat. Ceci dit, il y a des gens qui ont découvert des planètes dites flottantes, ça existe, c'est-à-dire des planètes sans étoiles hautes qui dérivent dans l'univers. L'espace. Oui, je te jure. Et du coup, ces planètes errantes, je crois qu'on dit, on les découvre comment? C'est quoi? C'est de la micro-lentille gravitationnelle?
Alors, il y a eu 2 trucs, si je me souviens bien. Alors, les micro-lentilles gravitationnelles, c'est une technique assez intéressante qui est un peu compliquée. Je ne vais peut-être pas l'expliquer aujourd'hui, mais il faut trouver des ressources en ligne. Le problème, c'est que c'est une méthode qui n'est pas reproductible. Donc, il y a un événement qui passe et puis, du coup, on fait avec ce qu'on a. Et ça pose des questions aussi au niveau éthique enfin, pas éthique de la science, mais juste constat scientifique. Il me semble que celle qu'on a trouvée, on l'a trouvée par imagerie. En fait, c'est un peu de la triche. C'est effectivement une planète flottante, mais la théorie qu'on a, c'est que c'est plutôt une étoile avortée. Donc, enfin, pas avortée. C'est une toute petite étoile, donc du coup, qui est plus dans le régime planète. Okay. Une et sorte qui s'est de fait Sonnenbrunn, ouais, quelque chose comme ça. Très très froid, quoi. Voilà. Ok. Oui. Je peux peut-être juste me permettre une petite réaction, parce que comme vous, j'ai pris quelques coups de bambou là sur la probabilité des exoplanètes. Je pense que pour les rêveurs comme moi, si je peux tempérer un tout petit peu, parce que moi je suis pas astrophysicien comme Faustine, et Faustine, je pense qu'elle a vraiment l'aspect de la science et la tête sur les épaules, mais on a parlé de la galaxie. C'était ça ta question. La question que tu posais à Faustine, c'était est-ce que tu penses que dans la galaxie qui nous entend, la galaxie à laquelle on appartient, est-ce qu'on pourrait observer ou connaître des exoplanètes qui seraient similaires à la nôtre? Pour les rêveurs, la galaxie, c'est vraiment une toute petite partie de l'univers. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps cette magnifique image, le deep field du télescope James Webb. Vous avez vu, c'est magnifique image. Hein. Cette image, dans le champ de l'univers, c'est un grain de sable tenu à distance du bras, dans le scope de ce que représente, si tu veux, tout l'univers autour de toi. Donc c'est vraiment une toute petite partie qui nous est accessible. Et c'est pas parce que on ne peut pas observer ou connaître quelque chose que ça n'existe pas. Et donc du coup, moi je crois toujours que dans une galaxie très très lointaine, dans très très longtemps, on trouvera quelque chose pour y aller. Alors, on a l'optimiste et la pessimiste. Non, mais en fait c'est pas pessimiste, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, vous m'avez demandé si c'est possible de la voir aujourd'hui, oui, etc. La question, et là, sinon, aussi, un détail, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais la plupart des étoiles qu'on a sondées sont des étoiles relativement proches à l'échelle de la galaxie. Hein. On est vraiment dans une zone de quelques, je ne sais pas, un petit pourcentage autour du Soleil qu'on a exploré. Et voilà, le reste, là, on a des limites technologiques. Après, il ne faut pas oublier que la galaxie la plus proche de nous, qui répond au nom d'Andromède, elle est quand même à 2 millions d'années-lumière. Donc c'est pareil, en fait. Finalement, la question à poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez qu'on découvre une planète habitable? Est-ce que c'est juste pour la poésie? Dans ces cas-là, je vous laisse rêver, il n'y a pas de souci. Ou alors, est-ce que c'est pour prendre son petit vaisseau et puis pouf, y aller et coloniser là-bas? Moi, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, ils vont le faire. Vous allez le faire, non? Vous allez nous permettre de rêver, mais en plus, vous allez nous permettre d'y aller, non? Enfin, en tout cas, c'est le défi. Moi, je vous le lance aujourd'hui. Hein. On est en 2023 et je compte sur vous. Je vous laisse 10 ans. 10 ans pour trouver le vaisseau de Star Wars, là, qui nous permettra d'y aller. Juste, Faustine, je viens d'y penser, comme tu disais que la science des exoplanètes est une science assez jeune. Est-ce qu'on a peut-être un peu aussi un espoir que parfois, j'imagine que pour confirmer qu'on a découvert une exoplanète, il faut peut-être plusieurs transits ou plusieurs passages devant une étoile. Et comme les orbites peuvent parfois prendre des années, voire des centaines d'années, est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, il y a plein d'étoiles qu'on découvrira, enfin de planètes qu'on découvrira quand on regardera nos données dans 50 ans, 60 ans, et qu'au final... Ah oui, non, mais ça c'est sûr. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'avec les données qu'on a actuellement, on a pu extrapoler et avoir des statistiques qui sont vraiment, font des barres d'erreur, mais qui sont plutôt claires et très bonnes et très intéressantes. Et donc, je ne sais plus exactement, mais en gros, le nombre de planètes telluriques par étoile de type solaire, ça s'élève à 10-20%, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais on a ces chiffres-là. Hein. Donc ça, c'est connu, c'est des choses qui sont faites. Donc ça vous laisse rêver. Hein. Ah oui. Je vous propose, qu'on finit, on va pas finir trop tard, donc on va finir avec peut-être 1 ou 2 questions du public. Si j'ai des mains levées et quelqu'un pour faire la logistique du micro. Et puis voilà, on bouclera cette soirée comme ça. Est-ce qu'il y a des mains levées? Alors moi, vous avez beaucoup parlé des exoplanètes pour chercher la vie ailleurs.
Et vous n'avez pas du tout parlé des lunes de notre système solaire qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus faciles à observer et qu'on observe aujourd'hui. Est-ce que là, c'est probable de trouver la vie pour vous ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais il y a effectivement beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus. C'est une très très bonne question. L'histoire de c'est plus facile à observer, en fait, oui et non. Ça dépend, encore une fois, de ce qu'on y cherche. Donc, par exemple, Encelade, une des lunes de Saturne, et Titan aussi, sont deux candidates à l'exploration de potentielle vie dessus, donc des bactéries, ce que vous voulez. Et on a été avec Cassini-Huygens sur Titan. La mission, elle a duré quelques minutes. Elle a été extrêmement riche en informations, mais c'est une mission, voilà, je me retourne vers les gens du CNES, qui a duré vraiment des années. Ça a été très très long, etc., à mettre en place. Donc c'est pareil, c'est très très long. Il faut savoir que comme malheureusement dans toutes les strates de notre société, on en a beaucoup parlé, on a parlé de plein de mots-clés qui ont rapport à l'économie. Nous, on est malheureusement dans une société à l'économie ultra-libérale, donc à peu près tout ce qui peut se vendre, on le fait, et puis on vous matraque à coups de pub pour que absolument vous ayez acheté la pomme pote. Il fallait que je la place celle-là. Il fallait que je place la pomme pote grâce à l'exploration lunaire dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça pour dire que finalement, c'est aussi des investissements, c'est aussi des missions. Enfin, on est limité par des arguments économiques, malheureusement pas des arguments scientifiques. Et donc, il y a une grosse compétition sur les missions spatiales. Et du coup, j'ai tué Sophie, je crois. Peut-être juste quand même pour compléter et répondre à la question, on y va. On est même en route. On a lancé JUICE il y a un mois pour justement aller explorer les lunes de Jupiter. Et là, l'objectif, c'est d'aller explorer ces lunes glacées, de voir qu'est-ce qu'on y trouve, est-ce qu'il y a réellement de l'eau et la possibilité de vie sur ces lunes. Donc oui, on y va. En fait, pour te donner même un exemple plus concret, donc à un moment, j'ai travaillé sur un instrument. Il était censé avoir dedans un module, un spectrographe super cool. Et puis, en fait, on n'a juste pas eu les financements pour le mettre en place. Et d'ailleurs, petite histoire intéressante, on allait chercher pour la première fois des financements privés avec justement c'est Magnarus qui proposait des missions pour trouver des planètes habitables, parce que lui, son gros délire, c'était il fallait trouver une planète habitable parce que c'est le pinacle de la société humaine d'aller trouver une autre planète sur laquelle on pourrait potentiellement vivre. Pareil, je vous invite à réfléchir sur ça, en fait, sur quel est le sens finalement de faire ça, pourquoi, comment et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Bon, il se trouve que donc on n'a pas trouvé les financements, ça n'a pas été fait, mais cet instrument aurait permis de trouver, de chercher dans les geysers là de Encelade des particules, des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, c'est des éléments des éléments chimiques, voilà, des marqueurs de la vie. Enfin voilà, l'idée c'est juste de dire toutes ces explorations, que ce soit scientifiques, spatiales, elles sont toujours reprises dans le contexte de la société dans laquelle on est aujourd'hui, et je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Très bien. Sur ces mots, nous allons boucler ces tables rondes. J'espère que vous avez appris des choses. Vous pouvez remercier nos intervenants. Et les animateurs quand même aussi. Merci. Merci. Juste pour préciser, pour ceux qui sont arrivés en cours de route sur la chaîne Twitch, vous pourrez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Planète Science, si je ne me trompe pas. Alors je ne sais pas quand sera leur rediffusion, peut-être dans quelques jours, quelques semaines, mais en tout cas, vous pourrez regarder l'intégralité de la table ronde. Merci à tous et très bonne soirée. Et encore une fois, bon anniversaire au C-Space.